m'appelle Mélanie Tesseron, je suis copropriétaire de Château Pontet-Canet avec mon oncle Alfred et ma sœur Philippine. Mon grand-père est devenu propriétaire de Château Pontet-Canet en 1975. L'histoire de Pontet-Canet date de 1705 avec Monsieur de Pontet, qui était l'ex-gouverneur du Médoc, qui a acheté quelques parcelles dans le lieu-dit Canet, ici, devant nous. Et en 1705, il a acheté quelques vignobles, c'était très à la mode à cette époque-là. Il a décidé dans 1757 d'acheter aussi la maison Canet, qui est la toute petite maison que vous voyez, enfin toute petite, elle est assez grande pour certains, en tout cas pour moi. Et voilà, à droite, c'est la toute petite maison avec les deux petits étages avec le petit toit. C'est tout ce qu'il y avait ici, elle s'appelait la maison Canet, comme le lieu dit. Ensuite, la famille de Pontet a voulu agrandir le bâtisse et a construit la deuxième partie à gauche. Et c'est là où la famille de Pontet a donné leur nom au lieu-dit, donnant le château Pontet, le fondateur, Canet, le lieu-dit. Alors Pauillac est particulièrement reconnu mondialement par rapport au Cabernet Sauvignon, parce que nous avons des graves quartnaires. Le sol, si vous voulez, est très pauvre, c'est ce qu'on appelle le terroir. C'est très important pour nous, c'est d'ailleurs l'essentiel de notre travail, c'est de sortir le terroir dans le raisin pour que nous ayons vraiment le respect du terroir dans le vin. Nous travaillons à 100% en bio et biodynamie à travers notre vignoble. Nous sommes certifiés depuis 2010 par Écossaire pour le côté pour l'agriculture biologique et Biodivin pour le côté biodynamique, et depuis 2014 nous sommes passés Déméter. Moi, quand je suis arrivée ici il y a 11 ans pour travailler avec mon oncle Alfred, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il a toujours eu une ambition de faire un grand vin aussi grand que les premiers grands crus autour de nous. Et ça a toujours été son ambition. Quand il se lève, il ouvre un œil, c'est Pontet, et l'autre, c'est Canet. Voilà. Et il travaille, ma famille travaille depuis très longtemps avec Jean-Michel Combes, notre régisseur, depuis 89. Jean-Michel, c'est un homme qui est un homme de profonde recherche, qui est extrêmement pédagogique, logique. Et il travaille avec mon oncle, surtout vis-à-vis de la qualité, depuis ce moment-là. Et ça a été un échange, une discussion, toujours vers la qualité, toujours comment progresser. Aujourd'hui, notre vignoble est à peu près à une 45 ans d'âge en moyenne, voire même 50. Et puis progressivement, nous avons investi dans les chais. Le plus d'investissement qu'on faisait dans le vignoble, le plus on le voyait dans le vin. Et à travers le temps, on arrivait à faire quelques expérimentations dans le vignoble et on voyait que le vignoble réagissait très bien. Et puis, le travail du sol est arrivé. Et chaque année, mon oncle goûte les derniers millésimes, et il a remarqué en 2003 que, il fait un vin blanc, un vin rouge et un liquoreux, il avait remarqué que le vin blanc avait beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'éclat. Et donc il a dit à Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez fait de différent? 2003, il faut se rappeler, c'était l'année de la canicule. Jean-Michel, voilà, on n'en avait pas parlé, mais il a dit, ben voilà, nous, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent, parce que nous avons essayé cette nouvelle technique, méthode qui s'appelle la biodynamie. On a vu que le vignoble réagissait très bien, il y avait beaucoup plus de profondeur dans le vin. Donc là, voilà, la lumière s'est éclaircie dans l'idée d'Alfred, et il en a parlé avec mon père Gérard, et mon père était tout à fait pour essayer de faire quelque chose à Pontet-Canet. Donc nous avons 30% de Merlot, 65% de Cabernet Sauvignon, 4% de Cabernet Franc et 1% de petits verres d'eau. Nous avons décidé de faire le test de biodynamie sur les Merlots, parce que les Merlots, c'est une variété qui réagit beaucoup plus vite, hein, qui mûrit plus vite, qui est plus sensible. Donc nous avons fait 30% et on voyait que les vins, après les fermentations alcooliques, avaient beaucoup plus de tanins, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus ronds, beaucoup plus complexes, beaucoup plus de profondeur. Donc c'est là, ça c'était en 2004, où nous avons fait l'expérimentation de 30% des Merlots, et c'est en 2005 que nous sommes allés à 100%.
hectares? On a 81 hectares, donc 81 hectares de vignes et nous avons 120 hectares au total, avec le parc, le château, les bâtisses. Terroir du Cabernet Sauvignon. Tout à fait. Alors Pauillac en gros est fait pour le Cabernet Sauvignon. Oui. C'est un terroir qui est extrêmement pauvre. Le plus que le Cabernet Sauvignon doit travailler, le mieux elle donne. Voilà, ce que nous recherchons, c'est ce que vous voyez, c'est les petites grappes. Petites grappes pour plus de concentration, plus de complexité. Là, la vigne, elle doit aller chercher le peu de nutrition qu'il y a dans le terroir pour donner son fruit. Et donc voilà, on a des fruits qui sont petites. On a aussi une haute densité. On a à peu près 9500 à 10 000 pieds par hectare, ce qui fait qu'il y a aussi une haute compétition pour ce peu de terroir. Notre travail, si vous voulez, c'est vraiment de sortir le terroir dans le vigne. Alors nous avons 81 hectares, nous couvrons aujourd'hui 50% du vignoble, donc plus de 40 hectares aujourd'hui avec des chevaux. L'idée des chevaux, c'est d'essayer d'éviter le compactage des sols. Parce que les tracteurs aujourd'hui deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus sophistiqués, il y avait un effet de compactage important. Et donc nous avons commencé à essayer de trouver des solutions. On est arrivé à l'idée du cheval, parce que le cheval ne marche jamais dans le même endroit. On a créé des structures très légères derrière les chevaux pour que nos hommes soient assis derrière, pour qu'ils aient les outils pour pouvoir travailler entre les vignes, pour pouvoir enlever les herbes si vous voulez. Et aussi pour pouvoir faire des traitements. L'idée c'était d'éviter ce compactage parce qu'on avait fait des carrés et on voyait que des trous dans le sol et on voyait que les racines se cassaient. Et les racines, ce qu'on veut, c'est qu'elles aillent en profondeur, aller chercher la nutrition. Quel âge ont ces vignes? À peu près 45 ans, 50 ans d'âge. Voilà, donc c'est vraiment l'âge parfait pour faire un grand vin. Alors comme vous voyez à travers le vignoble, nous avons beaucoup de ponts. Voilà, vous voyez là, où on joint les vignes. Vous voyez, on fait des ponts. Ah, vous voyez oui. elles ne sont pas du tout rognées. Oui. Et ça c'est parce que la vigne, si vous voulez, elle a 2 cycles importants pendant sa végétation. C'est-à-dire que quand elle est en plein pouce, si vous voulez, à un moment donné, elle va arriver naturellement, si on ne la coupe pas, à ce qu'on appelle l'apex, la fin de sa végétation, de la pousse, si vous voulez. Et elle va se concentrer uniquement sur la maturité du raisin. Si on continue à limer, si vous voulez, la végétation, elle va continuer à repousser. Donc on retarde cette naturelle phase où elle va aller dans cette phase naturelle où elle va aller dans la maturité. Bien sûr, elle mûrit quand même, mais voilà, c'est aller dans son cycle. Donc voilà, on fait des ponts comme ça et on ne fait pas d'effeuillage, on ne fait pas de vendange verte non plus. On laisse la vigne produire ce qu'elle pense pouvoir arriver à maturité parce que si les conditions climatiques le veuillent, parce que en fait si nous enlevons une grappe cette année, l'année prochaine elle va en produire plus, donc vous créez un déséquilibre. On n'effeuille pas puisque toutes les feuilles elles apportent des sucres et la photosynthèse au raisin. Et la vigne, comme vous voyez, elle n'est pas vigoureuse. Parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on ne rogne plus, vous voyez, elle n'est pas vigoureuse. Bon, c'est vrai qu'elle ne fait pas extrêmement conduite, mais la vigne, elle n'est pas faite pour être pour être dans un petit... Oui. Je ne sais pas comment on peut dire. Elle est sauvage.
presque mûr. Pas tout à fait. Mais on va y arriver. C'est tôt encore. C'est rare pour... Dans un mois? Dans un mois? Ouais. Mi-septembre. Oui, fin septembre. Jean-Michel, quand il parle de la biodynamie, il parle des planètes parce que c'est très lié aux planètes. On est très liés, il y a toutes les influences. Par exemple, la Lune, on voit très bien comment la Lune elle a ses influences, par exemple sur les marées, l'eau. Donc c'est très important pour nous d'être réceptifs à ces influences-là. Jean-Michel, il suit ça voilà, parfaitement. Donc, Oui. voilà. Aujourd'hui, on a 8 chevaux. Comme vous voyez, là, on est en plein travaux. On va pouvoir accueillir 12 à 14 chevaux pour pouvoir couvrir le vignoble à 100% avec des chevaux. Donc, aucun tracteur n'interviendra dans le château, que ça soit pour voilà, le travail du sol, les traitements, les préparations. Tout sera fait par des chevaux pour éviter le compactage sur la propriété au global. Les raisins, elles ne sont pas du tout entassées. Vous voyez qu'elles sont individuelles. Oui, oui, oui. Ce qui est important parce que comme ça, il y a de l'air autour des vignes. Là a été construit en 1895. Il a été très innovateur pour son époque puisqu'il a été construit à étage. Donc on montait la vendange par ici, on faisait le tri ici et il y avait des rails qui allaient dans les cuves directement. Donc déjà on commençait le respect du raisin pour mettre le raisin par gravité dans la cuve. Gravité, oui. Nous voilà au-dessus du cuvier en bois que nous venons juste de quitter. Donc comme vous voyez, on est vraiment par gravité, on est 100% par gravité. Mais pour nous, la maturité est clé. Et après, c'est vrai que parfois on peut avoir des millésimes qui peuvent être un peu plus classiques, un peu plus, voilà, turbulents si on peut dire comme ça. Et parfois la maturité, elle peut être un peu plus longue à venir. Parfois, le raisin peut commencer à sécher ou peut même commencer à pourrir. Mais la maturité n'est pas encore là. Nous, on préfère d'attendre que la maturité soit là et après on sélectionne ce qui ne va pas. Et donc nous utilisons ce système de cagette ici, vous voyez. Donc nos vendangeurs placent la cagette sous le pied de vigne, ils coupent les raisins que vous avez vus tout à l'heure, on remplit à peu près la moitié de la cagette. Ensuite, en posant la cagette couleur opposée, vous voyez qu'on n'entasse pas le raisin. Ah ouais, ouais. Voilà. La différence avec ce système-là et avec la benne que vous voyez souvent, c'est que si vous avez une grappe qui est pourrie ou qui est sèche, le fait de l'écrasement, vous ne voyez plus. Vous ne pouvez pas le sélectionner. Alors qu'ici, elle n'est pas du tout écrasée, elle est respectée. Donc, dès que nous recevons les cagettes, on prend la cagette, hop, sur la première table de tri, couleur sur couleur. Ah oui. Elles sont lavées, elles repartent. Voilà, l'idée c'est si vous n'avez pas envie de la manger, vous ne la gardez pas. C'est ça, comme ça. Oui, oui. Ici, donc on l'enlève, on a des poubelles ici pour les raisins, pour les feuilles, etc. Donc ici, à ce moment-là, tout ce que nous avons, c'est des grappes en bonne santé, mûres, très belles. Elles montent dans le premier élévateur, dans les grappoirs ici. Donc ici, on enlève les rafles. Sur la deuxième table de tri, il tombe les raisins. Donc le raisin tombe à travers le fouloir et tombe par gravité dans la cuve. On va par cépage. Donc dès que la cuve est remplie, comme vous voyez, tout est à roulette, on passe sur les autres cuves.
Donc nous avons 6 tables de tri si besoin. Donc nous pouvons aller très rapidement, comme nous pouvons aller lentement si besoin. Ça nous permet vraiment de contrôler l'extraction. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, enfin, très intéressant par rapport à notre façon de travailler vis-à-vis de la biodynamie, c'est qu'aujourd'hui la maturité est différente. La couleur aujourd'hui elle vient très rapidement. Donc c'est très important pour nous de pouvoir, en faisant ceci, qu'on peut contrôler l'extraction tout de suite. L'éthique d'être en biodynamie dans le vignoble, le respect du raisin est aussi adapté dans les chais. Et ça, c'est très important pour nous. Et aussi, le fait d'être vraiment dans la cuve, c'est qu'elles ne voyagent pas. Elles vont du vignoble, en très peu de temps, elles sont dans la cuve. En béton. Il a été construit en 2005, donc après que nous avons fini le cuvier en bois, de restaurer le cuvier en bois, nous avons créé ce cuvier en béton de cuve tronconique. Donc comme vous voyez, elles sont de petite taille, elles sont de 80 hectolitres chacune, ce qui nous permet de faire une sélection micro-parcellaire. Comme je vous ai dit, on a 81 hectares de vignes et on a à peu près 100 parcelles. Dans certaines des parcelles, nous avons des terroirs qui changent. Oui. Et ça nous permet de, si vous voulez, sélectionner une partie de la parcelle et séparer l'autre. Et de faire les fermentations alcooliques et de voir s'il y a une différence ou pas. Tronconique, pour que quand on commence à faire les remontages, donc tout simplement quand la cuve est remplie de raisin, nous mettons un robinet ici, nous oxygénons le jus, après nous le repassons, nous faisons une petite pluie au-dessus de la cuve pour extraire le jus des raisins, ensuite qui forme le chapeau. On oxygène le jus pour arriver que les levures se multiplient pour arriver à la fermentation alcoolique. On conduit nos fermentations alcooliques entre 28 et 30 degrés. On n'ensimence pas du tout, c'est des levures totalement naturelles, bien sûr. Aussi, on prend la température à la main, c'est-à-dire qu'on a un grand thermomètre, qu'on le met au milieu pour avoir une vraie idée de la température. Oui, oui. Comme vous voyez, on n'a pas de contrôle, tableau de contrôle, parce que dès qu'il nous dit que ça ne va pas, c'est trop tard. On aime être proche de nos cuves. Et une même parcelle peut réagir totalement différent le millésime prochain. Donc il n'y a pas de règle, si vous voulez. Ouais. Et on ne peut pas adapter une règle à une cuve, la même à l'autre. C'est en goûtant, surtout vis-à-vis de l'extraction, comme je vous disais tout à l'heure, que nos raisins donnent très rapidement leur couleur. L'extraction est vraiment très importante pour bien la contrôler. Il faut vraiment qu'on fasse très attention, donc on goûte en permanence. Et ce qui est un grand plaisir pour moi, c'est que pendant les vendanges, je goûte avec Jean-Michel et on parle beaucoup des vins. Et même le vin, enfin le jus de raisin et comment il évolue pendant les fermentations alcooliques et sa fin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les grands terroirs et les différents. Voilà. Ouais. Et on voit vraiment la différence. C'est vraiment impressionnant. Donc 50% de barriques neuves, 15% de barriques d'un vin. On fait un vieillissement d'à peu près 16 mois.
50% en barrique neuve, 15% en barrique d'un vin et 35% en amphore. L'idée des amphores, c'était de s'éloigner de l'influence du bois vis-à-vis du vin. Si vous voulez, vous avez certaines notes, certains éléments dans le vin, dans la dégustation, qui sont naturels, qui viennent du raisin, qui ne viennent pas de la barrique. Bien sûr, la barrique est là pour aider, mais pas là pour donner un goût. Et donc c'était important pour nous, après tout le travail qu'on fait dans le vignoble vis-à-vis du raisin, le respect du raisin, c'était pas venir complètement la cacher. Donc c'était pour avoir plus de pureté de fruits, d'être dans les amphores. Alors comment nous sommes arrivés aux amphores? En 2005, comme vous avez vu, on a construit le cuvier en béton. Et en attendant les barriques d'un vin, avant on faisait 60% de barriques neuves et 40% de barriques d'un vin. En attendant les barriques d'un vin, nous avons gardé les vins en cuve béton. Et on a vu qu'il y avait une évolution dans le vin, que le vin avait évolué à travers la paroi de béton et le vin, qu'il y avait eu une évolution. Mais le volume des cuves est trop grand, si vous voulez, avec 80 hectolitres, il faut des plus petits volumes. Donc nous avons expérimenté avec différents formats et nous sommes arrivés à ce format-là qui est à peu près 4 barriques, un tonneau. Et voilà, ce qui était important, c'est d'avoir la base qui soit un peu plus petite parce que les lies qui se forment, il ne fallait pas qu'elles soient plus grandes parce que les lies, elles donnent du gras au vin et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'élégance. Donc un bas plus petite, elles sont dessinées dans la règle d'or, donc le vin peut bouger dans tous ses sens. Nous les avons créés, donc nous en avons 100, c'est des amphores, donc c'est la forme qui a été utilisée depuis bien longtemps, voilà exactement, des temps romains. Et parce que nous les avons créés, nous avons voulu amener un peu du terroir dans le cuvier. Donc dans le moule, nous avons pris nos meilleurs graves, nos meilleurs calcaires que nous avons moulus et que nous avons mis dans le mix de certains. Certains ont des graves, certains ont du calcaire pour qu'on amène un peu du terroir dans le cuvier. Et elles sont peintes avec une veine d'argile qu'on a dans le parcelle. Dans la cave, on est à peu près à 5-6 mètres de profondeur, une constante température d'à peu près 15 degrés en température. Donc elle a été faite à la main, construite il y a à peu près 300 ans. 300 ans. Ouais, elle est liée à la maison Canet que vous avez vue tout à l'heure. Donc chaque année, nous gardons un peu de vin pour le château, comme une bibliothèque si vous voulez. Oui. Donc c'est ici que nous les gardons. Il y a des bouteilles avant d'être à vous, les châteaux? Alors tout à fait. Alors nous avons un caveau dans le château et la plus vieille bouteille que nous avons, on n'a pas beaucoup de stock si vous voulez. On a vraiment, c'est pour la bibliothèque si on peut dire ça comme ça. Oui. Mais je crois bien que la plus vieille bouteille c'est de 1864. 1864. Oui. Juste avant le... 1864. Mais quand vous avez acheté les châteaux, vous avez acheté avec déjà une bibliothèque. Oui, tout à fait. Ah, oui. Oui. C'est important. Oui.